Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de la pensée, c'est-à-dire de la mort. Vous voyez ce que je veux dire? La mort, les humains, les animaux, les fourmis. Dans un nid de fourmis, on trouve en moyenne 50 000 fourmis. Il y a des millions de fourmilières. Les fourmis sont plus nombreuses que les humains. Il y a 1000 milliards de fourmis sur Terre et 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Les fourmis sont 993 milliards de fois plus nombreuses que les humains sur Terre. Et les termites et les sardines sont plus nombreuses que les humains sur Terre. Elles se déplacent par groupes de millions sur la planète, dans l'eau, par groupes de milliards. Elles sont plus nombreuses que les femmes sur Terre, plus nombreuses que les hommes sur Terre, plus nombreuses que les enfants, que les bébés sur Terre. Pourtant, nous sommes des milliards. Est-ce que vous connaissez vraiment le milliard? La réponse est non, vous ne connaissez pas le milliard. Personne ne peut savoir ce qu'est le milliard. On peut l'écrire, on peut parler, on dit le mot milliard, mais on ne peut pas savoir ce qu'est le milliard. Dans l'espace description de la vidéo, il écrivit 1 million de secondes égale 11 jours. 1 milliard de secondes égale 31,5 années. C'était pour commencer cette vidéo un extrait de la semaine perpétuelle de Laura Vasquez. Un extrait qui précisément met en scène une vidéo. Écrit le texte dit dans une vidéo sur un réseau, peut-être sur YouTube ou d'autres, avec l'espace description, avec même plus tard les commentaires. Alors qu'est-ce que c'est que ce livre, La semaine perpétuelle de Laura Vasquez? Laura Vasquez, c'est quelqu'un que j'ai découvert précisément sur les réseaux. Notamment sur YouTube, où sa chaîne qui s'est vidée et qui ne diffuse plus que quelques vidéos était un lieu assez foisonnant, notamment de poésie très brève qu'elle enregistrait à différents moments de sa journée. On la voyait dire un mot, une fois dans le métro, une fois chez elle, une fois dans la rue, une fois ailleurs. Et ça a créé en 10 secondes une sorte d'objet extrêmement dynamique de langage et de paroles et de lieux qui se répondent. Donc c'est quelqu'un qui est dans le monde des réseaux sociaux, qui est dans le monde de la poésie, du langage exprimé, de la parole proférée, et qui publie donc son premier roman, La semaine perpétuelle. C'est aux éditions du Sous-sol, et ça vient de paraître au moment où je fais cette vidéo, donc en 2021. Et c'est donc un roman qui met en scène le monde des réseaux sociaux et les gens qui sont sur ces réseaux sociaux, c'est-à-dire l'ensemble des jeunes aujourd'hui. Donc, passer de l'écriture réseau à l'écriture livre, voilà un pas intéressant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ce livre est un livre de réseau, est un livre qui utilise les codes des réseaux sociaux, mais pour les rendre littéraires. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme, parce qu'ils sont déjà littéraires, mais leur donner, au fond, cette forme de la pure écriture, c'est-à-dire des lettres sur des pages, ce qui, au fond, en fait un objet différent. Ce qui, dans ce qu'on vient d'entendre, dans ce petit passage que je viens de lire, est censé être une vidéo, devient un texte.
mais un texte qui dit une vidéo. Je pourrais faire la même chose à la fin de cette vidéo. Il n'y a pas de texte, de script. J'ai prévu 2-3 passages à lire et à commenter, mais je me lance un peu à l'aveugle dans ce texte-là. Enfin, dans ce texte, c'est pas tout à fait un texte, ça. Mais ça peut le devenir, justement. Voilà l'intérêt de ce livre-là, parmi d'autres intérêts, parce que c'est un livre très, très, très intéressant. Donc, ce qui suit cette vidéo d'un des personnages importants de ce livre, d'une des voix qui est exprimée, qui est mise en position de parler par Laura Vasquez. Ce qui suit cette vidéo, c'est à la fois la description de l'auteur de la vidéo, donc un personnage qui s'appelle Salim, puis ensuite il y a les commentaires. Et là aussi, on trouve tous les clichés du commentaire de vidéo sur YouTube. T'es dans un squat là? Tu as déménagé? Est-ce que tu peux nous parler de la drogue? C'est bien, tu trouves? Est-ce qu'il faut se droguer? Je devrais me droguer? On commente l'aspect visuel de la vidéo. Dans cette vidéo-là, il y a des gouttes d'eau qui tombent derrière parce qu'il y a une fuite et puis le plombier ne peut pas la réparer. Évidemment, ça trouble les gens qui écoutent cette vidéo, comme vous pourriez être troublés par ce qui est derrière moi, ce lapin derrière moi par exemple, ou je sais pas quoi, ou le son, le bout du micro qu'on voit ici, etc. Bref. Donc, il y a les commentaires. La lumière est laide chez toi. On dirait une ancienne lumière, une lumière d'époque. C'est comme si tu étais dans un monde parallèle raté. Pourquoi tu ne postais plus de vidéos? Tu es où? Tu es sorti de chez toi? C'est quoi ces gouttes? Tu te prends pour qui? Tu trouves que c'est bien de ne pas faire de vidéos alors que tu as des abonnés? Tu trouves que c'est bien de tourner une vidéo dans un décor moche? C'est quoi ces gouttes? T'es dans une grotte? Et donc on a vraiment sur plusieurs pages, avec une typographie différente par rapport à ce qui précède. Par exemple, le fait que ce ne soit pas justifié, c'est dans une typographie un peu plus petite. Cet espace commentaire, cette mise en scène de l'espace commentaire dans un roman. Bonjour, mon père a tué ma mère, mon père a tué ma sœur, mon père a tué mon frère, mon père a tué nos chiens, 2 chiens, je les adorais, etc. Ou bonjour, amis et chers amis, voici un généreux 10 000 $ pour raison de santé. Entrez dans le contact avec votre carte beau, sérieux s'abstenir. Tout d'un coup, évidemment, le spam ou le truc qui vient nous arnaquer. Jésus a payé le prix afin que quiconque croit en lui ne meure point. Il a payé le prix par son sang afin que vos péchés puissent être pardonnés. Il a payé le prix afin de vous sauver. Il a pris votre douleur. Personne ne va au Père sans passer par lui. Et puis les gens qui profitent des commentaires vidéo pour faire de la propagande religieuse. Encore une fois, on trouve ça sur Internet, on trouve de tout, et de tout, on le trouve aussi dans ce livre-là. Mais ça n'est pas non plus un fourre-tout. Qu'est-ce que c'est, au fond, que ce livre-là? On suit quelques personnages, on entend quelques personnages parler ou penser à haute voix et interagir, toujours avec un personnage qui prend la parole pour lui. Ces personnages sont une famille. On a un père qui est un étrange personnage qui est obsédé par la propreté, les éponges, il éponge tout. On a les 2 enfants qui aussi sont un peu marginaux, la fille Sarah, le fils Salim qui a quitté l'école, qui ne va plus à l'école et qui fait des vidéos et qui
est justement coincé dans un monde parallèle, celui des réseaux. On a la grand-mère qui ne peut plus bouger, qui est en train de mourir et de pourrir. On a d'autres personnages qui entrent en scène. La mère qui est partie. Et un personnage qui s'appelle Jonathan aussi, rencontré, semble-t-il, par les réseaux. Mais ces gens-là qui vivent un peu enfermés chez eux vont sortir, se retrouver en ville, sur une place, à croiser d'autres gens, des personnages un peu menaçants, un peu aussi en dehors de la société. Et donc, tout ce petit monde va tour à tour prendre le devant de la scène et venir exprimer ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il pense, et dans un flux constant. Et c'est ce qui rend ce livre très très prenant quand on le lit, c'est qu'on est dans une rythmique, dans un jeu de ping-pong de paroles. Des fois, c'est du ping-pong où les gens gardent la balle pendant longtemps dans la main parce qu'ils accaparent la parole, puis tout d'un coup, quelqu'un d'autre arrive et prend la parole, et puis tout ça est mêlé par ces codes des réseaux. Tout d'un coup, vous avez hashtag rêve numéro 253, enfin, je dis ça au bol, etc. Donc on a vraiment ces codes des réseaux, mais en même temps, ça reste un roman, ça reste une histoire où on voit les rapports entre les personnages de cette famille, leur vie quotidienne qui évolue, qui s'inscrit dans le quotidien de leur humanité. Alors je vais lire quelques extraits qui montrent aussi ce style de Laura Vasquez, qui est un style extrêmement, j'allais dire efficace, j'aime pas ce mot efficace, mais il y a de ça, percutant, basé sur de multiples répétitions, et le fait qu'on continue, comme une sorte de lutte, de combat, d'acharnement à écrire, et de plaisir. On sent le plaisir d'écrire, qui procure le plaisir de lire. Devant le collège, Salim toussa. Le collège était une chose froide dans le village. Autour, le ciel semblait plus noir. Chaque jour, il y a quelques années, il devait se réveiller avant le soleil, rincer son visage et s'habiller. Il devait entrer dans ce grand bâtiment et il devait s'asseoir dans une pièce laide. On prononçait son nom, il devait dire le mot « présent ». Tous les jours, il devait contenir son visage pour que son visage ne sorte pas de son visage. Là, on a quelque chose qui est très intéressant et qui crée ce rythme particulier de la prose de la poétesse Laura Vasquez. Tous les jours, il devait contenir son visage pour que son visage ne sorte pas de son visage, son visage, son visage, son visage. Tous les jours, il s'enfermait dans les toilettes du collège pour devenir horrible. Il étirait sa bouche pour devenir horrible. Ses narines et ses yeux. Tout seul dans les toilettes, il déformait sa tête, il se faisait saigner les lèvres et il tirait la chasse. Et il crachait dans l'eau, il crachait, il sortait, il pensait, il disait. La figure de l'anaphore, là, pour continuer à rythmer le texte. Il y a un côté slam dans cette écriture-là. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je n'ai rien fait de mal. Pourtant l'hiver, tous les matins, des lumières blanches s'allumaient dans la salle de classe et tout le monde plissait les yeux comme dans un cauchemar. Est-ce que le monde était fou? Les parents étaient des gens fous, malades, qui envoyaient leurs enfants dans un bâtiment gris. Tous les jours, des gens fous, malades. Ouais, ces répétitions constantes. Qui envoyaient leurs enfants dans des bâtiments gris.
Chaque jour, leur meilleur jour, les meilleurs jours de leur vie, les meilleures saisons. Les parents donnaient les meilleurs jours de leurs enfants comme une chose normale. Les parents avaient donné leurs propres meilleurs jours et ils donnaient les meilleurs jours de leurs enfants comme une chose sans valeur. Salim répétait le mot « puni ». Il répétait ces mots dans sa tête « puni »,« noté »,« assis ». Et il voyait les parents comme des gens punis, normalement punis, nés punis et punissant eux-mêmes. Ils punissaient leurs enfants qui puniraient leurs enfants pour propager le malheur sur la terre. Les adultes étaient si étranges. Par moments, les professeurs ne bougeaient plus. Ils regardaient le sol. Ils ne regardaient rien. Leur tête comme une cire. Ils disaient des paroles. La professeure d'espagnol se maquillait comme les clowns. Le rouge débordait loin de sa bouche. Le professeur de musique n'avait jamais souri. La professeure de sport avait la peau presque verte. Voilà une description de l'école qui tient peut-être de la caricature, qui explique que le personnage de Salim ne va plus à l'école. Et il sort de l'école, et pour des raisons qui semblent assez justifiées. Si l'école c'est ce qu'il décrit ici, effectivement, mieux vaut ne pas trop s'approcher de ce genre d'endroit extrêmement dangereux. Il y a à la fois cette idée de sortir du monde pour entrer dans une sorte de monde parallèle, et assez souvent, à la lecture de ce livre, on a l'impression d'être dans du fantastique, d'être dans quelque chose qui serait peut-être une dystopie, c'est-à-dire un monde complètement autre et dans le sens négatif, un monde catastrophique, apocalyptique, ou au contraire dans un monde plus poétique peut-être. Bref, la réalité quotidienne est remise en cause, elle est interrogée constamment par les personnages qui en sont exclus, mais qui se réfugient dans le monde de leur pensée, dans ces réseaux qui les aident à penser. Très souvent, notre personnage de Salim, par exemple, qui est celui qu'on suit le plus, qui fait des vidéos, qui passe son temps à s'informer sur les réseaux, il tape des mots et puis il apprend des choses, alors de manière assez anarchique, et en les reprenant telles quelles sans beaucoup les interroger. Parfois, c'est ce qu'on reproche aux jeunes dans leur recherche sur Internet aujourd'hui, ce qu'ils prennent ce qui vient en premier, et puis les méthodes de recherche sont pas toujours très rigoureuses. Bon, ça s'apprend, mais là, on a vraiment ce comportement face au réseau qui est, me semble-t-il, très bien décrit, correspond à ce qui se passe vraiment, tout en étant poussé à l'extrême. Et donc, il y a cette question du rapport entre la réalité et Internet. Est-ce qu'Internet, c'est réel? Et est-ce que le réel, c'est Internet? La question posée dans ce sens-là peut paraître plus étrange, et c'est ce que pose comme question Salim, en compagnie de sa sœur Sarah. Il posa le téléphone en équilibre sur son front, et il leva ses jambes en l'air. Il dit: « Tu crois qu'on pourra faire des captures d'écran dans les rêves plus tard? Tu crois qu'on aura Internet quand on sera mort? Est-ce que les morts ont Internet? Tu crois qu'il y a combien de morts sur Internet? D'ici quelques années, il y aura plus de morts que de vivants sur Internet. » Intéressant comme question. Là, je vous parle. Je suis vivant. Je suis le jour de Noël. Au moment où j'enregistre cette vidéo, 2021. Mais est-ce que dans quelques années, j'espère pas tout de suite, ce sera un mort qui vous parle? Je serai une image d'archive perdue dans l'océan d'Internet. Mais les questions ne sont pas terminées. D'ici quelques années, il y aura plus de morts que de vivants sur Internet. Tu crois qu'Internet était où avant? Avant d'arriver sur Terre? Il tapota un rythme sur son écran.
elle lui donna un coup pour qu'il arrête. Il dit, avant, les gens regardaient Internet dans leurs mains. Ils s'asseyaient, ils ouvraient leurs mains, ils regardaient. Internet d'avant, c'est les livres. Ou alors, avant, c'était sur le plafond, sur des surfaces, un drap, la mer. Ils regardaient Internet partout, par la fenêtre, sur les voisins, les arbres. Plus tard, on mettra Internet sous nos paupières. Ensuite, on mettra Internet dans notre cerveau. Ensuite, on fera pousser Internet dans les fœtus, à l'intérieur du ventre, comme un organe. Avant, les gens n'avaient pas de papier, ils devaient noter les choses sur des pierres, ils les gravaient. C'était fatigant, c'était difficile. Ils usaient leur corps pour ne pas perdre une phrase, une idée. À cette époque, on se servait du corps pour tout. Il y a longtemps, les choses n'avaient pas de nom. Les rivières, les lacs, les fruits, les renards, un pied, la nuit, la pelouse. Les dents n'étaient que des choses dures dans la bouche, elles n'avaient pas de nom. Il fallait retenir les objets, leur forme, leur image, sans leur donner de nom. Tu ne trouves pas que les meubles ont un air malin? Je veux dire, tu ne trouves pas qu'ils ont un visage qui nous regarde avec un air malin? Un air malin, tu vois? Il fit le tour de sa chambre avec ses yeux. Tu crois que la rétine peut tomber de l'œil? Ces questions, dont certaines sont absurdes ou paraissent absurdes, en même temps sont de réelles réflexions philosophiques. C'est aussi un livre de pensée que La semaine perpétuelle de Laura Vasquez, qui s'interroge sur le nouveau rapport au monde que nous avons avec Internet, sur la réalité, qu'est-ce que ça veut dire, le réel, dans un monde où le virtuel a pris une telle place. Et est-ce que vraiment c'est différent? Est-ce que vraiment le réel est réel et le virtuel virtuel? Au fond, est-ce que le monde dans lequel on vit, ça n'est pas Internet? Internet par la fenêtre. Internet comme réalité, comme fenêtre ouverte sur le monde. Bref, c'est un livre qui donne à penser, qui donne de l'énergie par le langage, qui va aussi nous donner du plaisir. Notamment, il y a des caricatures et des moments où on pousse les vices, mais ça, de notre monde actuel jusqu'au bout. Il y a une ironie qui est aussi extrêmement réjouissante. Par exemple, dans ce passage, cette fois c'est la grand-mère. La grand-mère, elle est mourante, elle ne bouge plus depuis des mois, elle ne parle plus. La seule chose qu'elle voit encore, c'est la télévision. Et elle va nous décrire, ou on va voir à travers les yeux, dans une position très particulière de cette grand-mère, une émission de télévision qui démonte certaines émissions de télévision, en les poussant jusqu'à l'absurde, avec aussi une critique du langage utilisée dans ces émissions que vous reconnaîtrez sans doute dans ce petit passage. Chaque semaine, la grand-mère regardait une émission de femmes qui accouchent. Les femmes s'allongeaient devant les membres du jury, elles relevaient leurs jupes. Les membres du jury prenaient des notes, ils observaient l'intérieur de ces femmes avec une loupe. Les femmes écartaient leurs jambes, elles poussaient, les bébés finissaient par naître. Si le bébé était mort, c'était un mauvais point. Si le bébé était bleu ou rouge, c'était un mauvais point. Si le cordon l'étranglait, c'était un mauvais point. Mais si le bébé était beau, c'était gagné. S'il avait des cheveux, c'était gagné. S'il n'était pas gluant, c'était gagné. Si le bébé souriait, on applaudissait. Les mères préparaient l'émission des mois à l'avance. Elles parlaient au fœtus à travers le ventre. Elles leur demandaient de sourire et d'être en bonne santé, de remuer les jambes. Si le bébé avait un corps proportionné,
réglementaire, c'était gagné. Le président du jury annonçait « On continue l'aventure ». Vous savez, des trucs Koh-Lanta ou Le meilleur pâtissier, enfin, beaucoup d'émissions sont basées sur ce genre de structure. Ici, évidemment, en transposant ça à l'accouchement, donc un moment qui est censé rester privé. Est-ce qu'il y a un moment plus intime que le moment de la naissance d'un enfant pour la femme qui accouche? Et ici, on voit tout d'un coup la négation de cette vie privée qui survient dans cette parodie d'émissions de concours, Nouvelle Star, ce genre de choses. On continue l'aventure, le terme est... La phrase est stéréotypée, quoi. Il y en aura d'autres après. Si le bébé pleurait, c'était logique, ce n'était pas conseillé. On tolérait. Si le bébé pleurait longtemps, c'était un mauvais point. On coupait le micro. Une voix grave prononçait les mots « au revoir ». Si la mère était belle, si elle était maquillée, si elle était coiffée, c'était un bon point. Les membres du jury la félicitaient, ils lui faisaient des compliments, ils regardaient la caméra et ils disaient « Elle a compris le principe de l'émission ». Si la mère poussait en souriant, si elle poussait en riant, elle poussait sans transpirer, si elle poussait sans crier, si elle poussait sans pleurer, elle pouvait rester. Quelqu'un disait « On continue l'aventure ». Quand la mère était laide, on n'applaudissait pas. On n'applaudissait rien, ni elle, ni le bébé. Les membres du jury avaient une expression de gêne et de désolation. Leur bouche se dirigeait vers le bas du visage et ils l'éliminaient. Le public sifflait. Si la mère mourait, c'était un mauvais point. C'est absolument horrible quand il y a un truc pareil. Si la mère mourait, c'était un mauvais point. On ne la filmait plus et on ne filmait pas l'enfant. Il y a une violence dans ce livre aussi, une cruauté. On est dans un monde sans pitié. Il y a des scènes d'autres dans le livre qui insistent là-dessus, sur oui, l'aspect extrêmement dur du monde dans lequel vivent ces personnages. On ne sait pas trop de quel milieu social ils se trouvent, quoique si, ce sont des milieux sociaux défavorisés. Il y a l'assistant social à un moment donné, le père maçon, mais qui est extrêmement perturbé, il a été battu dans son enfance, et puis les enfants qui quittent l'école, le décrochage scolaire, etc. Donc on est vraiment dans des milieux qui sont défavorisés, clairement. Même si on ne sait pas grand-chose de plus sur l'endroit où ils vivent, sans doute en ville, mais voilà, ça reste dans le non-dit, dans ce monde des réseaux sociaux, où au fond, est-ce qu'on sait d'où je parle? Est-ce que ça a de l'importance? Pas forcément. Mais continuons l'aventure de cette émission, parce que ça continue, elle va pousser cette idée dans ses derniers retranchements. C'est un passage assez long, mais je trouve tellement l'écriture de ce passage-là fantastique que je ne peux pas m'arrêter au milieu, il faut juste que je retrouve où j'en étais. Si la mère mourait, c'était un mauvais point. On ne la filmait plus et on ne filmait pas l'enfant. Même en vie, on ne le filmait pas, il avait tout perdu. La caméra se concentrait sur les membres du jury. Ils étaient touchés. On leur apportait des mouchoirs qu'ils tapotaient contre leurs joues. Des notes aiguës de piano accompagnaient la scène. Un membre du jury disait « On doit continuer ». Ils utilisaient l'expression « ne rien lâcher ». Et la chanson « The show must go on » était diffusée à fond. Les membres du jury se prenaient dans les bras, puis ils dansaient. Ils levaient le poing dans les airs et le public tendait les bras vers la lumière. Il y a presque un côté totalitaire dans ces gestes. On pense au film... comment s'appelle ce film? Hunger Games. Il y a ce genre de scène. Et on pense, les bras tendus, quoi, ça a des connotations qui n'est pas besoin d'expliquer. Le poing levé aussi. Si le père était présent, c'était un bon point. Si la mère était lesbienne et que l'autre mère était présente,
C'était un très bon point. Les membres du jury employaient le mot diversité et l'expression comme tout le monde. Et en plus, l'espèce de mièvrerie ou de langage politiquement correct qui apparaît ici, mais complètement déplacé. Le président du jury félicitait les parents. On continue l'aventure. Si le père ou l'autre mère embrassait la mère accoucheuse, on applaudissait. Les membres du jury penchaient la tête à droite ou à gauche en signe de tendresse. Les visages étaient filmés sur une musique de carillon et tout le monde souriait. Tout le monde touchait les mains de tout le monde. Tout le monde caressait les épaules et le dos de tout le monde. Tout c'est rythmique dans l'écriture de Laura Vasquez, même si elle pousse cette description de cette émission plus loin qu'il n'aurait été nécessaire juste pour l'évoquer. Le rythme fait qu'on continue à être dans le rythme, dans le flux, dans l'énergie. S'il n'y avait pas de père et pas d'autre mère, c'était un bon ou un mauvais point, ça dépendait de la mère, ça dépendait de sa coiffure, de sa tenue, de son allure. Est-ce que le deuxième parent avait bien fait de la quitter ? Est-ce qu'on pouvait comprendre ? Le jury décidait. Les jurés notaient des choses sur leur tablette, puis ils traçaient un grand cercle et ils finissaient par un point au milieu de l'écran. Quand le placenta tombait, c'était un bon point. On applaudissait. Quand le placenta restait dans le ventre, c'était un mauvais point, à cause des complications, à cause des objets métalliques qu'il fallait utiliser. La scène n'intéressait personne, trop longue, trop compliquée. On coupait le micro, on annonçait la suite. Si la mère caressait son bébé, c'était un bon point. Les membres du jury applaudissaient. Ils faisaient oui de la tête. Le président du jury employait les expressions « moment de vie » et « créer du lien ». Bon. Là encore, moment de vie, créer du lien. Ouais, ce flot de langage sans vie qu'on nous balance à la figure tout le temps, quoi. Et là, tout d'un coup, lui redonner sa place, quoi. C'est des mots qui veulent rien dire, alors que c'est justement le moment de la naissance qui est ici, donc ça devrait être vivant. Ben là, non, c'est figé, et ça devient même complètement incongru. Si la mère regardait son bébé et qu'elle le trouvait laid, on le voyait sur sa figure, c'était un mauvais point. Les bébés laids se faisaient siffler. Encore, c'est affreux. Les bébés laids se faisaient siffler. Les mères qui n'aimaient pas leur bébé se faisaient huer. On leur jetait des chaussures, on leur mettait des pouces vers le bas. Un jour, un bébé est sorti presque mort du ventre de sa mère. Ses yeux étaient ouverts, mais il ne bougeait pas. Un membre du jury l'a pris dans ses mains, il l'a soulevé et il a dit « Tu veux vivre ou non ? Oui ou non ? On a besoin de savoir. » Mais le bébé n'avait pas donné de réponse. La mère avait pleuré sans sourire. Alors les membres du jury ont exprimé une grimace personnelle selon leur type de figure. Ils ont remué leur tête et le président s'est adressé à la mère. Il a dit « Le suicide est la première cause de mortalité des femmes dans l'année qui suit l'accouchement. Faites attention, c'est statistique. » Vous voyez que le monde décrit par Laura Vasquez dans ce livre-là est un monde absolument terrible. Et c'est notre monde, mais poussé un peu plus loin. Mais avec les codes de ce monde-là, avec les codes de la télévision, dans l'extrait que je viens de lire, mais avec les codes d'Internet dans d'autres, avec les codes sociaux en général, et on a des personnages qui sont plus des voix que des personnages qui se trouvent pris dans ces multiples flux qui traversent leur vie, qui les traversent. Et littéralement, ici, la grand-mère, elle ne bouge plus, elle est traversée par cette émission, elle ne peut rien faire, elle ne peut pas bouger. Elle est là, puis elle voit ces machins qui lui arrivent contre, là, ces scènes absolument horribles. Et cette passivité, c'est aussi un des éléments de ce monde d'Internet. Quand nous trouvons à consommer, évidemment, il y a aussi produire pour Internet, qui,
change la donne. C'est le cas de Salim, ou de Sarah, ou de Jonathan, les personnages qui, eux, sont actifs sur les réseaux, les plus jeunes. Voilà. Je pourrais dire encore beaucoup de choses sur ce livre-là. Je pourrais quasiment le lire en entier et chaque fois prendre du plaisir. En plus, la lecture à haute voix, elle amène quelque chose en plus. Il y a des passages aussi où on trouve de la poésie. Bref, un livre totalement d'aujourd'hui, contrairement à beaucoup de livres qui paraissent, qui s'écrivent comme si nous vivions à une autre époque. Or là, non. Là, on est pile dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est ce qui fait la force de la semaine de lecture. Parce que vraiment, un livre